Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo sur les miroirs sphériques, nous allons démontrer une formule de conjugaison et je vais vous donner les deux autres et vous pourrez après vous en servir dans différents montages d'optique géométrique. Alors, on va reprendre la situation, ça c'est la démonstration, on va en démontrer une formule de conjugaison qui est donnée par rapport à un point et c'est le point S qui est ici le sommet. Donc ce point va être important. Pour l'instant, on le met de côté, mais j'ai attiré votre attention là-dessus. Imaginons qu'on a un rayon qui part du point A, il va taper sur notre miroir, ici représenté de façon exacte, et il va repartir vers une direction et il va passer par un point A'. C'est que les rayons qui vont partir de A vont tous converger en un point A', en réalité, dans les conditions Gauss. Donc on va se servir des conditions Gauss pour avoir notre stigmatisme, mais pour l'instant on va juste chercher à déterminer ce point A' et nous allons voir qu'il ne dépend finalement pas de I dans les conditions de Gauss. Donc ici on a notre angle d'incidence, notre angle de réflexion, et ils sont identiques d'après les lois de Snell-Descartes. Alors on va noter deux nouveaux angles qui vont être importants dans ma démonstration. Ici j'appelle cet angle-là l'angle alpha, et ici j'appelle cet angle-là l'angle θ. Et on va d'abord s'intéresser à l'angle qui est ici. Alors ça c'est le complémentaire à 180. Donc finalement, ça plus cet angle-là doit faire l'angle pi radian ou 180 degrés. Donc l'angle qui est ici, c'est pi moins θ qu'on retrouve ici. Maintenant qu'on a repéré cet angle-là, eh ben, on peut se mettre dans le triangle AHC, donc le triangle ici, ce grand triangle-là, et on peut faire la somme des angles. On sait que alpha plus i plus θ moins, pi moins θ, pardon, eh ben, ça doit être égal à pi 180 degrés. Donc ça me permet, dans un premier temps, d'écrire l'angle alpha. L'angle alpha, il vaut quoi? Ben, on va simplifier par pi de part et d'autre, et on va faire passer le i de ce côté-là et le θ de ce côté-là, et on a que alpha est égal à θ moins i. Premier triangle qu'on a étudié. Alors je vais effacer des petites choses pour essayer d'éviter de mettre trop de choses sur mon dessin. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième angle. L'angle, c'est le suivant, c'est l'angle bêta ici. Donc l'angle qu'on trouve entre l'axe optique et le rayon qui est le rayon réfléchi. Pareil, on va chercher l'angle qu'on voit ici, et pour les mêmes raisons que précédemment, l'angle qui est ici, c'est le complémentaire à 180 degrés. Là, on a 180 degrés entre ce point-là et ce point-là, 180 degrés, c'est une droite, et donc ici on a pi moins bêta. Donc maintenant je vais me positionner dans un triangle, le triangle CH, le H a disparu, mais ici c'est toujours H et A', et dans ce triangle-là, la somme des angles fait toujours pi, 180 degrés, et donc θ plus i plus pi moins bêta doit faire pi, et donc ça me permet d'exprimer bêta, donc je vais retirer le pi de part et d'autre, et je vais basculer mon bêta de ce côté-là, et j'ai que bêta, c'est égal à θ plus i. Donc ça nous a permis de trouver une relation entre θ, l'angle qui est ici, et i et alpha, et puis bêta avec toujours cet angle θ et i. On ne connaît pas θ, on peut le calculer, on pourrait le calculer, mais on ne connaît pas directement θ, il faut quand même faire des calculs pour le trouver. Et puis i, c'est pareil, à la limite, on ne connaît pas directement i, il faudrait connaître la position de ce point-là et déterminer. Mais c'est faisable au point de vue calcul. On ne va pas le faire. Alors, la suite, c'est la suivante. Donc là, j'ai tout remis les angles sur mon graphique. On va positionner un point bien particulier. Donc ce point-là, je l'avais appelé H, j'ai remis le H, et on va projeter le H sur l'axe optique. Et ce point, je vais l'appeler S', et vous voyez qu'il est très proche de S. Et même si je prends des angles très petits, imaginons que je veuille prendre un angle I très petit. Si je prends ce point et que je veux un angle I petit, je vais être obligé de descendre mon point d'impact proche de S. Dans le cas de figure où j'ai des angles petits, mon point H va descendre de ce côté-là pour avoir des petits angles, et vous voyez que mécaniquement, mon point S' va s'approcher de S. Et pour des angles très petits, dans les conditions de Gauss, puisqu'on va se retrouver avec des rayons proches de l'axe optique et peu inclinés par rapport à l'axe optique, je prends ce point et je le descends, S' va converger tranquillement vers S. Et on va supposer qu'on prend des angles tellement petits que S' est à peu près égal à S. Ça va nous simplifier les calculs. Et puis, on va se retrouver aussi avec des simplifications sur les angles. Donc, allons-y. Alors, la première chose qu'on va faire, là, il y a un petit peu de maths, mais c'est pas compliqué, on va se mettre dans différents triangles et on va utiliser ces conditions de Gauss pour simplifier nos calculs. Donc, je me mets d'abord dans ce grand triangle-là, avec ici l'angle alpha, et je vais calculer la tangente de cet angle alpha.
Tangente de alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est HS' ou HS, puisque j'ai considéré que S' était au point S. Donc c'est HS, mais ça, je vais l'appeler petit h. Et la distance AS', bah, c'est la distance AS dans mon approximation. Finalement, tangente alpha, c'est H sur SA. Et on a vu que alpha, c'était égal à θ moins i. Donc tangente de alpha, c'est tangente de θ moins i. Et si je me place dans des petits angles, et bien ça, la tangente, ça va être à peu près égal à θ moins i. Voilà le premier calcul. H sur SA, c'est à peu près égal à θ moins i. Premier résultat intéressant. Deuxième résultat, on va le trouver en se plaçant dans le petit triangle qui est ici. On va faire la même chose finalement avec l'angle β. On va exprimer la tangente de β de la même façon. Côté opposé, c'est HS', c'est notre petit h, divisé par la distance A'S', mais en considérant que S' est en S, là c'est A'S. Donc finalement, tangente β, c'est H sur SA'. Et β, on a vu que c'était θ plus i, tangente β, c'est tangente θ plus i, et ça, donc ça va être à peu près égal à θ plus i, dans le cadre toujours des petits angles. Troisième triangle, le plus simple, je l'ai gardé pour la fin, courage. On va se placer dans ce triangle-là, et on va écrire cette fois-ci la tangente de θ. La tangente de θ, c'est côté opposé, donc là on retrouve notre H's', c'est-à-dire h, sur la distance C's', qu'on va approximer à CS. Donc, tangente θ, c'est h sur C, et la tangente, on va l'approximer à θ dans le cadre des petits angles. Donc on a fait 3 fois la même chose, on s'est mis dans 3 triangles, différents, mais on a fait 3 fois la même chose, on a écrit la tangente de l'angle qui était du côté gauche, et à chaque fois, le côté opposé, c'était petit h. Vous voyez, les 3 triangles, je vais les repasser rapidement, les 3 triangles, ils ont le même côté, ils ont un côté en commun, c'est le côté HS'. Ce qui me permet de toujours avoir h ici au numérateur. Une des expressions de mes 3 tangentes, vous avez ce h qui apparaît. Je vais le remettre, et voilà. Maintenant, on oublie ces tangentes qui nous cassent un peu les pieds, et on va s'intéresser qu'à la partie de droite de ces équations. Et donc je remets tout sur le dessin. Voilà, on va s'intéresser à cette partie de droite, et on peut voir que h sur SA, si je l'additionne avec h sur SA', et ben ça va être égal à θ moins i plus θ plus i, donc les i vont disparaître. Et donc ça plus ça va me donner finalement 2θ. Donc h sur SA plus h sur SA', ça va être égal à 2θ. Mais θ, c'est égal à h sur c. Ça, finalement, c'est 2 fois h sur SC. J'ai dit h sur c, excusez-moi, c'est h sur SC. C'est h sur SC. 2 fois h sur SC, puisque le 2 qui est ici. Donc là, on va trouver une équation avec h sur SA plus h sur SA', qui est égal à 2 fois h sur SC. On va pouvoir simplifier par h des deux côtés. On peut mettre en facteur, et on obtient une équation. L'équation suivante, c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Cette équation, c'est une équation qui me permet de trouver la position de A' en connaissant la position de A et en connaissant les propriétés de mon miroir sphérique qui est donné par la distance SC. Donc on vient de démontrer une formule de conjugaison avec le miroir concave. On peut faire exactement la même chose avec le miroir convexe. Donc, je vous ai prévenu, je ne vais pas le faire pour ne pas alourdir le cours. C'est exactement la même démarche avec exactement les mêmes approximations. Vous pouvez essayer de le faire si vous voulez. Vous allez trouver une formule qui est analogue. Et en fait, ces deux formules sont exactement les mêmes si vous prenez en compte, si vous remplacez les distances par des distances algébriques. Donc voici la formule que l'on obtient qui est générale et qui est valable pour tous les miroirs sphériques. 1 sur SA, ici la mesure algébrique SA, plus 1 sur SA', la mesure algébrique de SA', est égal à 2 sur la mesure algébrique de SC. Donc il faudra faire attention au sens de SA. Si on va vers la droite, c'est positif. Si on va vers la gauche, c'est négatif. Ici, sur mon dessin, SA est négatif. SA' est négatif et SC est négatif, puisqu'on va à chaque fois vers la gauche. À chaque fois, il faudra mettre des distances négatives. Donc, faites attention à ça. On va faire un exemple juste après, rassurez-vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de conjugaison avec origine au sommet, puisque toutes les distances sont données par rapport à S. On peut démontrer une autre formule de conjugaison avec origine au centre, et en fait, c'est exactement la même formule, mais vous allez remplacer S par C, et ici, vous avez un problème, si vous remplacez S par C, vous allez avoir CC, donc en fait, ici, il faut intervertir C et S, et vous voyez, toutes les mesures algébriques sont données en partant du point C.
Alors qu'ici, elles étaient données en partant du point S. Donc elles ne sont pas si compliquées que ça à retenir, et je vous demande de les apprendre. Enfin, je vous demande d'apprendre au moins celle-là, qu'on va utiliser plus souvent que celle-là. Celle-là sera utile dans certains cas. Vous verrez lorsque vous ferez des exercices en TD. Dans certains cas, il est plus judicieux d'utiliser la formule de conjugaison au centre, enfin, d'origine au centre, alors que le plus souvent, c'est quand même la formule de conjugaison avec origine au sommet qui va être la plus pertinente. Une dernière formule existe, et avant ça, je vais vous donner une définition que je vous demande de connaître. On va définir ce qu'on appelle la focale, la distance focale, et la distance focale d'un miroir, c'est la distance SF. Donc F' égale SF, c'est la distance ici, entre S et F, et donc c'est la moitié de SC. C'est la moitié de SC. Et on va avoir F' qui va être négatif si on a affaire à un miroir concave, c'est le cas ici. On va avoir F' qui va être positif si vous avez affaire à un miroir convexe. F', c'est la distance SF. Et donc, on peut exprimer une troisième formule de conjugaison, cette fois-ci avec origine au foyer. On n'a que FA, la distance entre le foyer et l'objet en mesure algébrique, fois la distance algébrique entre F et l'image A', et est égale à F' au carré. Ça, c'est une formule de conjugaison que vous pouvez également apprendre. Celle-là, je ne vous la demanderai pas de la connaître. Elle est particulière, et puis en plus, elle est un petit peu dangereuse. Parce que pour les lentilles, on va voir qu'on a une analogue pour les lentilles, mais elle est un petit peu différente. Donc celle-là, je ne vous demande pas de la connaître, mais vous verrez qu'on en aura besoin. Donc si on en a besoin, je vous la donnerai le jour d'un exercice. Mais vous pouvez la noter, comme ça vous l'avez sur vous, le jour où vous avez besoin de ce type de formule de conjugaison. Voilà. À chaque fois, ces formules de conjugaison marchent à tous les coups, ce n'est pas le problème. La question elle va être plutôt de savoir quelle va être la plus judicieuse à utiliser en fonction de la situation. Je vous conseille d'utiliser celle au sommet si vous n'avez pas d'a priori. C'est celle qui sera la plus, globalement, celle qui fonctionnera mieux. Voilà. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, on va se mettre dans un cas très simple. On va prendre le cas concave que j'ai ici. Et supposons que notre distance SC, là ici, est négative. Elle fait moins 10 cm. Et on va mettre notre objet A à une distance plus longueur plus grande, donc SA en longueur est plus grand, mais donc plus négative, SA égale moins 30 cm. Là, on est parfaitement dans cette situation-là, et on veut chercher la position de A'. On devrait la trouver quelque part par là. Plus loin que F, mais plus près que C. Si on a bien fait notre dessin, et là, on l'a bien fait, je vous l'assure. Donc, pour trouver cette chose, faites attention lorsque vous manipulez cette équation. Il faut toujours faire attention. On peut faire des erreurs en allant trop vite, et donc je vous conseille vraiment de faire étape par étape. Déjà, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche SA'. Donc toujours commencer par isoler SA' dans votre équation, sans remplacer SA par une valeur numérique et SC par une valeur numérique. On va d'abord isoler, donc exprimer SA' en fonction des autres paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre ce terme et je vais le basculer de l'autre côté. Ça me donne que 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Et après, quand vous avez deux fractions qui s'additionnent ou qui se soustraient, il faut d'abord mettre sur le même dénominateur avant d'inverser. N'oubliez pas, hein, si vous inversez, vous allez faire une bêtise. Donc, il faut absolument mettre sur le même dénominateur. Donc, on va mettre sur le même dénominateur. Le même dénominateur, ça va être le produit de SC fois SA. Donc, on va avoir 2 fois SA moins SC. Hein. On va multiplier en haut et en bas par SA de ce côté-là, on va multiplier par en haut et en bas par SC de ce côté-là. Donc on obtient 2SA moins SC sur SC fois SA. Et une fois que vous avez fait ça, là vous avez le droit d'inverser vos fractions des deux côtés, et donc on va pouvoir exprimer SA' en fonction des paramètres. Donc le dénominateur passe au numérateur, et le numérateur passe au dénominateur. J'ai que SA' est égal à SC fois SA sur 2SA moins SC. Petite remarque, j'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire. Vous voyez qu'on satisfait les dimensions. Puisqu'en haut, vous avez SC, c'est une longueur algébrique, donc c'est une longueur en point de vue dimension. Et ça, c'est aussi une longueur. Donc ça, c'est une longueur au carré. Et au dénominateur, vous avez une longueur moins une longueur, donc ça va vous donner une longueur. Donc ça, c'est une longueur au carré divisé par une longueur. Ça donne donc une longueur, et c'est ce qu'on cherche, puisque SA' doit être une longueur. Une fois que vous avez obtenu ce résultat, là vous pouvez l'encadrer sur votre copie, c'est toujours ce que je vous demanderai de faire. Et à partir de là, on peut se lancer dans le calcul numérique.
Donc je vais remplacer SC par moins 10, SA par moins 30, en haut et en bas. Et comme tout est en centimètres, je vais obtenir un résultat en centimètres. Donc c'est parti, on obtient SC, on remplace SC par moins 10, SA par moins 30, n'oubliez pas les parenthèses, hein. Et puis ici, la même chose, SA par moins 30 et moins SC, donc moins, entre parenthèses, moins 10. Alors en haut, vous allez avoir moins et moins qui vont se simplifier, qui vont disparaître, et ça va faire 300. Et au dénominateur, ça fait ce terme-là, ça fait 2 fois moins 30, donc ça fait moins 60, moins moins, donc ça fait plus 10, moins 60 plus 10, ça fait moins 50. Donc on se retrouve avec 300 sur moins 50, et ça fait moins 6 cm. Est-ce que c'est logique de trouver moins 6 cm? Je pense que oui. On sait que F est au milieu entre S et C, donc cette distance-là, et là je parle de distance, c'est 5 cm, et ici c'est 5 cm, donc on est bien plus loin que 5 cm, mais on est quand même plus près de F que de C, puisqu'on est à 6, alors ça c'est à 10, donc on est plus près, et donc mon dessin, il est valable. Apprenez à faire des dessins propres, toujours, hein, quand vous faites ce genre de résolution, pour pouvoir vous fier à votre dessin. Vous faites un beau dessin, vous faites votre calcul, et vous regardez si votre dessin est en accord avec votre calcul. Souvent, vous avez tendance à donner raison à votre dessin et moins à votre calcul. Je vous conseille de donner raison à personne. Si vous avez quelque chose de cohérent entre les deux, vous êtes content, vous avez sûrement trouvé le bon résultat. Si par contre vous avez une différence entre votre dessin et votre calcul, cherchez des deux côtés. Vérifiez que vous n'êtes pas trompé sur les règles de construction des rayons, mais cherchez aussi si vous n'avez pas fait une erreur de calcul. Ça vient souvent de l'erreur de calcul, c'est vrai, mais parfois le dessin est faux et le calcul est juste. Ça m'arrive souvent, j'ai pas mal de copies qui sont comme ça, et vous remettez rarement en cause votre dessin alors qu'il peut y avoir une erreur. Vous pouvez par exemple avoir tracé une erreur que je trouve très souvent, c'est le rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié. Vous appliquez la loi sur le centre et vous dites le rayon qui passe par par le sommet. Le rayon qui passe par le sommet n'est pas dévié, donc il repart sur lui-même. C'est une erreur très classique. Elle vient du fait qu'on a cette propriété sur les dioptres, et donc vous appliquez les lois des dioptres sur les lois des miroirs, et donc vous faites très souvent cette erreur. Donc faites attention, mettez pas, vérifiez bien vos règles de dessin avant de vérifier votre calcul, et inversement, faites les deux vérifications. Voilà, je m'embrouille, c'est dit. Allez, je vous laisse là-dessus. J'ai fini le cours sur les applications simples des miroirs. Maintenant, c'est surtout en faisant des exercices que vous allez apprendre à utiliser cette formule de conjugaison.